Les guerres au jour d'aujourd'hui ne se déroulent pas essentiellement sur les champs de bataille, mais sur les terrains de l'information. Je vais aborder ces thématiques dans cet entretien spécial qui reçoit de grands journalistes de mon pays. À ma gauche, nous avons la présence de Moïse Moussangana. Il est tout d'abord journaliste, écrivain, mais également ancien directeur général des canaux King Télévision. Bonjour, monsieur Moïse. Bonjour. Vous allez bien? Oui. C'est un plaisir pour moi pour me trouver sur le plateau de la 10e rue. C'est ma première fois. Je suis honoré. Merci. Merci à vous. Le second invité, Freddy Moulumba, journaliste également, ancien DGAI de la RTNC. Il est à ma gauche. Bonjour à vous. Bonjour, cher ami. Je suis très content de participer à ce débat avec mon ami, confrère et frère Moïse Moussangana, avec qui on a fait les combats pendant plusieurs années. Holocauste au Congo, peut-on lire sur votre t-shirt avec notre carte très bien représentée? Oui, il y a de grandes idées. Il y a Holocauste au Congo, bien entendu, mais il y a aussi non à la balkanisation. C'est pour expliquer à notre peuple, à nos élites, que la menace est sérieuse. Kagame et Museveni, ça fait plus de 20 ans qu'ils occupent déjà les territoires congolais. Nous faisons l'erreur, on va perdre les Kivu et les Touris. Donc ils sont déterminés avec les multinationales. J'ai l'impression que les médias à Kinshasa s'occupent beaucoup plus de la musique et de la religion. Et c'est dangereux. Ce qui va arriver ici, c'est, je dirais un peu, nous risquons de connaître un esclavage sur notre propre territoire. Mais malheureusement, les médias devraient faire ce travail d'informer, ne les fait pas. On est distrait, éparpillé. C'est comme si dans ces pays, il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de médias sérieux. Donc c'est le moment où il faut faire partout le moyen pour que les gens se réveillent et que les meilleurs des journalistes prennent les choses en main pour que ça puisse marcher. Vous sentez la balkanisation Elle est effective, on ne sent pas. Ça fait déjà plus de 24 mois, bon, de 12 mois, que Bunagana, le Rutshuru, Walikale, c'est occupé par les Rwandais. Vous êtes à Kinshasa, vous dansez. Fali Poupa fait des concerts, ça passe à la télévision, des débats inutiles. Ça prouve que notre élite ne comprend pas les enjeux. Le pays est occupé. Aujourd'hui, la seule chose qu'il faut faire, c'est d'abord à travers les médias, mobiliser notre peuple, ensuite faire la guerre. Les drames que les gens ont peur quand on parle de la guerre. Ils disent, ah, c'est pas une bonne chose, on va mourir. Mais c'est pire que l'esclavage. Hein? Ce qui va se passer ici, il faut retenir. Ne fait pas la guerre, le Congo implose. Ça fait depuis 2009 que j'avais lancé la campagne contre la balkanisation. Personne n'y croyait. Ça fait 14 ans, donc on peut dire 15 ans aujourd'hui. C'est en train de se réaliser. Donc maintenant, il faut stopper. La meilleure façon de stopper Kagame avec les Occidentaux qui veulent prendre notre pays, il faut la guerre. Mais vous avez alerté contre la balkanisation depuis belle lurette. Apparemment, il n'y avait pas du répondant par rapport à votre message. Du répondant, ce n'était pas facile parce que il faut dire que la classe politique congolaise qu'on a aujourd'hui a été formée par Kagame et Museveni. On ne pouvait pas entrer au pouvoir à Kinshasa, devenir ministre, tout comme devenir DG, sans être soutenu par Kagame. Donc c'est Kagame et Museveni qui contrôlaient notre classe politique. Donc avec l'arrivée des Fachi, il y a rupture. Depuis 2022. Non, 2022. Je te prends un exemple. Le ministre Boudjimou, le ministre des hydrocarbures, il a fait une interview sur Top Congo. Il explique que Kagame un jour l'appelle. Lui dit, il y a un jet qui t'attend sur le tarmac en Djili. Tu viens à Kigali pour négocier les dossiers pétroliers. Le ministre Boudjimou appelle le président. Le président lui répond, prenez vos responsabilités. 2021. Vous comprenez? Et Kagame a touché Boudjimou sans passer par le président Tshisekedi. Ça dit beaucoup de choses. Donc il faudrait qu'on prenne conscience. Nous sommes une puissance. On ne peut pas accepter
d'être émulé jusqu'à ce niveau. Une chance aujourd'hui qu'on a, c'est parce que Fachi est là. Prenez conscience rapidement. Faisons la guerre. On va parler des médias. La guerre n'est pas seulement militaire, elle est aussi médiatique. Mais quand vous avez des journalistes qui sont dans la jouissance, distraits, on va se réveiller un jour, Munaganda, donc les deux Kivu, Ituri et Nord Katanga, sont annexés au Rwanda. Ces gens sont déterminés, ce n'est pas une blague. Monsieur Moïse, vous sentez que Kagame est déterminé de faire de la partie orientale l'extension de son pays, Kigali? Mais ça, si vous avez lu, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Si vous avez lu notre estimé frère qui est mort entre-temps, le professeur Philippe Buyoya, il avait toujours martelé dans ses livres que le Rwanda veut faire du Kivu sa zone d'influence politique, tandis que Museveni veut faire de l'Ituri sa zone d'influence économique. Donc ce sont des écrits qui datent de l'époque où Freddy avait commencé à alerter avec sa campagne non à la balkanisation. Oui, déjà, même bien avant. Donc avec sa campagne non à la balkanisation. Mais il faut dire, pour ne pas s'écarter du sujet, je crois que, comme Freddy venait de le dire, que la guerre n'est pas seulement avec des armes. La guerre, elle est aussi médiatique. Parce qu'il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on appelle guerre médiatique. La guerre médiatique, c'est quoi? C'est juste un ensemble de méthodes et d'actions dont on peut se servir pour causer un dommage à l'adversaire ou soit avoir de l'ascendant sur lui. C'est ça la guerre médiatique. Donc, et la presse a vraiment un rôle de choix dans cette campagne, dans cette croisade. Je vais vous donner un exemple. Prenons les États-Unis. En 1917, les États-Unis sont éloignés de l'Europe. Ils ne veulent pas participer à la guerre, à la Première Guerre mondiale. Mais le président Wilson Woodrow, qui est président à l'époque, lui, en visionnaire, trouve qu'il faudrait que les États-Unis s'impliquent dans cette guerre parce que les États-Unis vont gagner sur le plan diplomatique, politique et même économique parce que la guerre pourrait faire tourner l'industrie américaine, surtout l'industrie d'armement. Et qu'est-ce que le président Wilson Woodrow a fait? Il a choisi 2 personnes. Et parmi, j'ai dit 2 personnes. Un sociologue et un journaliste. C'est avec ces 2 personnes que le président Wilson Woodrow a mené une campagne pour essayer de retourner la façon de voir les Américains. Et les Américains ont finalement décidé d'entrer en guerre. Et les États-Unis en ont tiré le bénéfice jusqu'à aujourd'hui. Ce sont la grande puissance du monde. Aujourd'hui, quand on parle de l'OTAN, vous avez suivi dernièrement, quand Trump dit que s'il est président, les pays européens qui ne vont pas payer pour l'OTAN, ils ne seront pas protégés par les Américains. Je crois que vous avez suivi la réaction des pays occidentaux. Donc, il a fallu cette entrée en guerre des États-Unis en 1917 avec l'appui d'un journaliste, notamment d'un journaliste, pour que les États-Unis aujourd'hui soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous voyez, vous avez la guerre en Ukraine. Ukraine, je voudrais dire l'Occident et la Russie à travers l'Ukraine. Mais vous savez aujourd'hui, tout ce qu'il y avait comme organe médiatique d'obédience russe, tous ces médias en Europe, dont en Occident, n'existent plus aujourd'hui. Ils ont été fermés. Et que quand vous suivez le programme de télévision occidentale, celle que nous suivons beaucoup plus ici, c'est quoi? Vous avez France 24, vous avez Antenne 2, vous avez RFI et consorts. Vous ne trouvez pas un programme
qui aille à l'encontre de la participation de la France à la guerre en Ukraine, ou qui va dans le sens de l'Occident dans la guerre en Ukraine. Et même plus grave, Ségolène Royal, qui est une personnalité française, a été suspendu d'antenne. Je ne sais pas si on a levé ça, parce qu'il avait osé critiquer la politique de la France en Ukraine sur les médias français. Donc voilà. Mais les médias congolais devraient faire quoi concrètement? Mais le média doivent savoir leur rôle. Parce que le média c'est une socialité. Cette socialité n'existe pas seulement en temps de paix. Cette socialité existe aussi en temps de guerre. Parce que si nous comprenons la guerre comme étant un état de souffrance et comme ça, mais les spécialistes de la guerre vous diront que non, la guerre c'est une activité humaine, que la guerre c'est une autre façon de continuer la politique. Donc si les médias ont toujours servi de véhicule pour des idéologies et consorts pendant la période de paix, mais a fortiori, à période de guerre, parce que le pays dont le média, auquel le média appartient peut être en guerre, et le média peut être un instrument aussi pour faire la guerre. Je venais de définir ici qu'est-ce que la guerre médiatique. Donc, nous devons changer notre façon de voir les choses. Parce que quand vous dites qu'est-ce que les médias doivent jouer, je vous ai parlé ici. J'ai rappelé un peu l'histoire des États-Unis. Qui a donné cette ligne à suivre? J'ai rappelé l'histoire des États-Unis ici pour dire que le président américain s'est dit que en visionnaire, il a vu, mais il a fallu des gens pour convaincre les Américains. Et il a utilisé un sociologue et un journaliste. Ça voudrait dire que les médias ont un rôle prépondérant à jouer, surtout en ce moment où ce pays est menacé de balkanisation. Donc, mais qui doit mettre en mouvement les médias? Oui, qui doit mettre en mouvement les médias? Mais c'est là tout le problème dans notre pays. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui attendent qu'un Messie vienne, qui leur dise que voici ce que vous devez faire. Mais nous devons prendre conscience. Et parce qu'il y a des révolutions, il y a des changements qui sont partis, non pas à partir de la tête, mais à partir de la base. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, la 10e rue, scrutant la situation du pays, peut se dire que je peux adapter mon programme à la situation de guerre dans mon pays? Donc il ne faudrait pas attendre qu'un diktat, un ordre vienne de quelque part. Peut-être que toi, tu vas sonner l'ego pour que tous les médias prennent conscience en République démocratique du Congo. Merci. Comment vous définissez, M. Freddy, la guerre de l'information entre Kigali et Kinshasa? Vous avez dit dans votre entame que vous sentez que nos médias somnolés un tout petit peu dans cette guerre qui mine la République. Il faut dire qu'à Kigali, il y a la politique de communication. À Kinshasa, il n'y en a pas. Il n'y a pas une politique nationale de communication. Je prends un exemple un peu précis. Les 2 août, les jours où Kagame et Museveni ont monté l'RCD pour prendre la ville de Kinshasa, on a vu les ministres de la communication, Moumengi, c'était le Moumengi. Oui, c'était Moumengi qui était ministre de la communication. Il a porté la tenue militaire. Il a compté la RTNC. Donc tous les messages du gouvernement passent à la RTNC. Ce n'est pas n'importe quoi qui pouvait passer. Et la ligne était très claire, la ligne éditoriale de la RTNC. C'était la défense de la patrie. On suivait tout ce qui s'est passé durant cette guerre à l'Est. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Voilà là où il y a les problèmes. On n'a aucune politique de communication nationale. Deuxième chose. C'est un problème d'homme alors? Oui, ce n'est pas un problème d'homme. C'est un problème de vision. Pas d'homme. De vision. Une vision endossée par un homme? Non, je peux vous dire ceci. Il y a un problème dans notre classe politique ici. Je viens de vous dire que la plupart des hommes politiques qui sont au pouvoir aujourd'hui, dans les institutions, ce sont des gens que Kagame a formés.
C'est grâce à Kagame que ces gens sont au pouvoir. Pas à former, à créer. À créer. Pour être ministre, depuis l'arrivée de l'AFDEL, il fallait être d'accord avec Kagame, avec Museveni. Je vais le dire maintenant, Fachi vient de rompre. Avec l'arrivée de Fachi, c'est fini. Donc la plupart des ministres dépendaient de la bonne volonté de Kagame et de Museveni. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a le financement extérieur. Les médias congolais sont formés par les ONG internationales. Ces ONG internationales sont financées par des globalistes, des hommes d'affaires qui font les affaires, qui font la guerre à l'Est. Et quand maintenant on demande aux gens de faire l'investigation sur ce qui se passe à l'Est, nos médias se taisent. Parce qu'il y a quand même un lien d'intérêt. Ils ont des intérêts à défendre. Voilà pourquoi ce qui se passe à l'Est, à Kinshasa, les gens sont ailleurs. Nos médias n'en parlent pas. Deuxième chose aussi, c'est au niveau de notre classe politique, je viens de le dire. Les liens que beaucoup ont gardés avec Kigali. C'est qu'aujourd'hui, Bunagana est occupé, même durant la campagne électorale. Tu peux t'imaginer. Moi, j'étais candidat à Lukunga. On était seulement 2 personnes qui parlions de la balkanisation du pays et de l'Holocauste oublié de Congolais. Il y avait le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a fait une intervention sur Top Congo. Il était très clair. Et moi, le thème de ma campagne, c'était très clair. C'était se battre pour l'intégrité territoriale. Les autres candidats avaient peur d'aborder ces problèmes-là. Mais quand on vient dans les médias, c'était rare aussi de voir que les journalistes posent des questions sur la question de l'Est, donc sur la guerre à l'Est. Ils ne posent pas de questions aux hommes politiques, donc aux candidats. Donc la presse, les journalistes ont aussi une certaine responsabilité. Parce qu'on ne vous empêche pas de poser des problèmes, de parler de la guerre de l'Est du pays. Mais si c'est pour dénoncer, les journalistes font déjà leur travail, des dénonciateurs à tout moment. Il ne faut pas seulement dénoncer. Il faut expliquer, montrer les enjeux et donner des orientations. Aujourd'hui, Bunagana, Rutshuru, s'est occupé par l'armée rwandaise, ça fait 1 année. On devrait chaque jour, moi je me rappelais quand on était au potentiel, on avait créé au bas de la première page, la une, non à la balkanisation. Ça fait plus de 3 ou bien 5 ans, 10 ans à peu près. Non à la balkanisation. C'est entré dans la tête des gens. Après 10 ans, les gens ont compris qu'il y a une menace. Mais notre presse maintenant est tellement en désordre, chacun fait ce qu'il veut, et on a l'impression que la plupart des médias sont contrôlés par les hommes politiques, et les hommes politiques imposent une ligne éditoriale. Mais vous avez dit que Kinshasa manque des politiques nationales de la communication. Exact. Qui doit donner le go de cette politique? C'est le ministre de la communication et des médias. Patrick Mouyaya. Non, ça c'est un individu. Je parle, Oui, c'est les voilà. Oui, je parle de l'institution, oui. Oui, c'est le ministre qui doit faire ce travail. Quand le ministre ne fait pas ce travail, il n'a pas de la place pour le moment. Nous sommes en guerre. Donc, comme vous ne voyez pas les images, ça fait 7 millions de déplacés internes à l'Est là-bas. 7 millions. Mais quand vous regardez notre télévision, il n'y a rien. C'est pas normal. Ça n'a pas été décrété, c'est aussi. Ce n'est pas question de décréter. Le Congrès n'a pas été réuni comme j'ai dit c'est l'aurait souhaité. Un journaliste, hein, c'est celui qui critique la société, qui montre qui donne l'information, critiquer, mais aussi montrer la voie à suivre. Il ne faut pas attendre qu'un politique vous demande de le faire. À quoi c'est votre travail? L'impression est que nos journalistes, nos médias sont sous contrôle des hommes politiques qui aiment ne pas attaquer les parrains rwandais, mais aussi sous contrôle des multinationales occidentales qui les financent. Parce que si aujourd'hui vous commencez à tenir un discours patriotique, vous n'avez pas de publicité. Or, toute l'économie est dans les mains des étrangers. Tant que commercial, les mines. Oh, c'est là où il y a la publicité. Donc, quand vous commencez à parler des intérêts du Congo, de la guerre au Congo, de l'occupation du Congo par les Rwandais et les multinationales, automatiquement, on vous coupe la publicité et puis vous fermez. C'est le problème. Moïse Moussangana, la 3e guerre, peut-on dire, sans perdre de contredit, quelle est la guerre de l'information? La 3e guerre où?
Parce que je crois qu'il faut toujours rester dans le cadre de la thématique du jour. Là, on dit, il y a ce qu'on appelle guerre totale. La guerre totale, c'est quoi? C'est on utilise tous les moyens possibles qu'il faut pour faire la guerre. Et parmi ces moyens-là, il y a l'information. Donc, le média. C'est un outil, c'est un instrument de combat et qu'on peut utiliser pour gagner une guerre. Vous voyez, je venais de suivre la distinguée première dame tout à l'heure quand je venais à cette émission sur une radio, une chaîne concurrente à la vôtre. Je crois qu'ils étaient en train il y a eu les femmes, beaucoup plus les femmes de militaires qui ont manifesté aujourd'hui pour ce qui se passe de l'autre côté. J'ai entendu la première dame dire « Je ne regarde même plus les médias sociaux parce que quand je suis sur les médias sociaux, je perds la tête. Je perds la tête. Ce qu'elle entend là-bas, ce qu'elle voit là-bas, la trouble. Alors elle préfère être en quiétude, n'est pas sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre ennemi a pris l'ascendant sur le numérique. La guerre de l'information fait rage. Mais il a pris l'ascendant sur le numérique. C'est ce que ça veut dire. Et parfois, inconscient que nous sommes aussi, nous Congolais, nous allons renforcer l'armée numérique de l'ennemi. Sur fond de quoi? Sur fond je voudrais dire, des sentiments politiques, parce qu'on n'est pas au pouvoir. Mieux vaut que celui qui est au pouvoir soit achevé par cet ennemi-là, qu'on soit là d'abord, et on va récupérer le pays par après. Mais on se trompe. Que personne ne croie que si Kabila, et puis si Kagame parvient à vaincre Tshisekedi, il a pris le pays et qu'il va donner un cadeau à Fayoulou ou à qui d'autre. Les gens doivent se détromper. Parce que ces gens-là ne viennent pas avec l'idée de créer un essor pour ce pays. Ils viennent pour s'approprier ce pays. Donc il faut les défendre, quelle que soit sa tendance politique. Il faut d'abord défendre le pays, parce que si vous n'avez pas le pays, où est-ce que vous allez faire la politique? Où est-ce que vous allez faire la politique? Et les médias, je voudrais revenir sur ce que Freddy avait déjà dit ici, les médias ne peuvent pas attendre qu'un mot d'ordre leur soit donné. Parce que le média, il y a ce qu'on appelle la triptyque des médias. Les missions des médias, c'est quoi? C'est former, c'est éduquer, c'est aussi distraire. Est-ce qu'il faut qu'on vienne vous apprendre? Ou il faut qu'on vienne dire aux médias congolais que voici, il faut éduquer les gens, il faut former les gens sur ce qui se passe à l'Est? Est-ce qu'au niveau de chaque télévision, quand on conçoit les programmes, on ne peut pas voir dans quel contexte on est et qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le contenu? Parce qu'il n'est pas normal que pendant cette période de guerre, les gens ont besoin de connaître ce qui se passe réellement sur le terrain. Les gens doivent se rabattre sur les radios périphériques. Quand il y a quelque chose, quand il y a eu quand il y a eu les avions qui ont détruit les World Center à New York, aux États-Unis, on n'a pas mis RTNC pour savoir ce qu'il y a. On a mis CNN pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais comment pour savoir ce qui est à Goma? On ne peut pas mettre RTNC, on ne peut pas mettre 10e rue, on ne peut pas mettre Antenne A, on ne peut pas mettre Télé 50, on ne peut pas mettre... ainsi de suite. On doit se rabattre sur RFI par exemple. On doit se rabattre sur la voix de l'Amérique. On doit se rabattre sur... Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas un problème des moyens qui ne sont pas ce n'est pas un problème de nos médias. Ce n'est pas un problème de moyens. Pour concevoir d'abord un programme, ça ne demande pas les moyens. Dans les programmes, on peut les concevoir, mais il faut... non, je ne pense pas. Oui. Vous êtes en train de penser, parce que j'ai dirigé une télévision, vous pensez que tout ce que nous mettons sur, dans notre grille de programme,
à la télé, par exemple, tout cela nous a coûté de l'argent? Tout cela nous a coûté de l'argent? Pas du tout. Pas du tout. Parce que faire recours à l'intelligence artificielle, des fois... Non. C'est comme cette émission que nous sommes en train de faire pour le moment. Est-ce que ça engrange de bénéfices pour en termes de cash, je voudrais dire, pour la télévision, mais en termes d'audimat peut-être, parce que les gens trouvent qu'il y a un contenu qui est en train de passer là-bas qui est intéressant, les gens vont se mettre sur votre télévision. C'est ça peut-être le bénéfice que vous pouvez réaliser. Mais en termes de cash, peut-être indirectement, les gens viendront pour savoir, non, il y a toujours de bons contenus sur cette télévision. Voilà, je peux je peux y mettre ma publicité et elle sera suivie. Donc, c'est cela. C'est cela. Parce que c'est le contenu du programme aussi qui conditionne la viabilité économique du média. Donc, quand vous avez un média avec un contenu zéro, mais attendez-vous, on n'a rien à voir. Donc, voilà. Donc, il y a ici un problème d'abord de conscience, un problème de patriotisme, beaucoup de problèmes. Donc, nous mettons, je vois combien Freddy écrit à longueur de journée, je me vois moi aussi, combien j'écris, mais ça me coûte... ça me coûte le temps, ça me coûte ma santé, mais je le fais parce que je me dis que je dois informer les gens. Je dois informer les gens. Donc c'est ça. Donc nous devons nous sentir investis d'une certaine mission pour pouvoir changer l'ordre des choses ici. Et que l'ordre des choses, le go pour le changement d'ordre des choses peut partir à partir de la 10e rue. Très bien. Monsieur Freddy, qui est censé communiquer en temps de guerre? Ok, d'abord, ça peut compléter. Oui, allez-y, oui. Il y a un professeur congolais, Jean Mbele. Il est notre savant qui a inventé... Je vois, il est aux États-Unis. Oui, qui a inventé le téléphone au Capi. Il a fait une déclaration, ça c'est sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il se plaint des Congolais. Donc, nous sommes tombés dans les réseaux sociaux sur les pièges de Kagame. Kagame fomente des mensonges, il les met dans les réseaux sociaux, et curieusement, les Congolais reprennent ça. Donc nous jouons les jeux de Kagame. Ça c'est Jean Mbele qui dénonce. Mais ça prouve aussi qu'en face de Kagame, il n'y a rien. Nos réseaux sociaux sont faibles. Quand vous regardez, quand il y a des problèmes, ce sont des insultes, des querelles. Avoir des discours très bien structurés, ça n'existe pas. C'est là où j'ai fait intervenir les problèmes des narratifs. Moi, ça me fait rire. Le changement des narratifs. Oui. On a occupé Monaganda, Uruchuru, Walikale et d'autres contrées, on peut dire dans le sud du Nord Kivu. Curieusement, la télévision congolaise, vous parlez Bendele Koyate. Ça ne tient pas debout. C'est une campagne pour soutenir. Ce n'est pas une campagne pour soutenir, non. Il faut changer maintenant. Nous sommes en guerre. Vous dites, mobilisons-nous pour chasser les Rwandais et les Ougandais de notre territoire. Ils sont là. Vous ne pouvez pas dire, oh, Bendele Koyate. C'est la foutaise, ça. Mais ça, c'est quand même une institution. Pour aller sous cet angle, il faudrait que la rhétorique officielle soit démise. Écoutez un peu, nous sommes en guerre. Je te prends l'exemple de la télévision de Burkinabé, tout comme les Nigérians, tout comme les Maliens. Mais suivez ces gens-là. Un discours clair. On attaque. Parce que nous sommes en guerre. Quand vous dites que Bendele Koyate, donc il faut attendre jusqu'à ce que Bendele Koyate. Non, il faut passer à l'action. C'est-à-dire au peuple, on a occupé nos territoires par l'Ouganda et le Rwanda. On va faire la guerre. Pourquoi tout ce que le président dit, on ne sait pas récupérer ça? Moi, ça m'étonne. Le président parle clairement. Il ne cédera même pas un morceau, un centimètre du Congo. Il va faire la guerre pour récupérer nos territoires. Vous allez dire non, Bendele Koyate. Donc c'est un narratif pour divertir c'est une diversion. Donc nous devons changer de narratif. Des éléments importants. D'abord, nous avons l'Holocauste. 10 millions de morts. Mais à la télévision congolaise, ils sont dans des histoires inutiles. On peut tuer les gens au Kivu là-bas. Ici, vous êtes ailleurs, dans la musique. Et vous faites autre chose. Il y a 7 millions de personnes internes. On n'en parle pas. On vous dit on a occupé les pays. Kagame Museveni, Kagame parle clairement qu'il veut prendre ces territoires qui se trouvent au Congo. Les Occidentaux vous disent non, vous devez couper les pays. Non? Au lieu de dire nous ne voulons pas que le Congo soit balkanisé,
vous dites non, Bendele Koyate. Donc, c'est un narratif qui ne tient pas debout. Donc, il faudrait aujourd'hui avoir un narratif de combat. Nous mobilisons notre peuple pour bouter dehors tous les bandits et les Occidentaux qui occupent notre territoire, qui pillent et qui tuent les Congolais. Voilà les véritables narratifs qu'il faut donner au peuple congolais. Et dès qu'on a un tel narratif dans tous les médias, ça veut dire je parle de la politique nationale de communication, on décide dans tous les médias de garder les orientations à faire, donc les orientations à suivre. On suit ça, comme chez Canal, votre, comment on appelle ça, 10e rue. Hein? Oui, 10e rue, oui. Et vous devez changer votre discours, au moins chaque jour, avoir des émissions pour expliquer à notre peuple qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain. Pourquoi, jusqu'aujourd'hui, le Congo est occupé. Les Occidentaux, pourquoi ne veulent pas parler? Donc, pourquoi les silences? Mais les Américains se sont prononcés, ils ont condamné vous êtes fermement vous êtes des naïfs. Kagame. Ce que j'ai dit, c'est la naïveté de la presse. Revenez à l'histoire. Mais avant l'histoire, mais il y a quand même une déclaration qui est tombée via son ambassade. Revenez dans l'histoire. Je te prends des exemples. En 2001, M. Kagame et Museveni ont occupé le territoire congolais. C'était sous l'administration George Bush fils. Colin Powell, secrétaire d'État américain, a intimé l'ordre à Kagame d'arrêter le troupes. Kagame a arrêté le troupes. Qui le dit? C'est Herman Cohen dans ses mémoires. Deuxième exemple que je vais encore vous donner, je pense vers 2012. Quand Kagame, avec ses amis, ont pris Goma, Obama a appelé, Kagame s'est retiré. C'est ainsi que notre armée a pris Goma, a récupéré Goma. Donc, c'est l'Amérique qui nous fait la guerre. Il ne faut pas être naïf. Voilà la naïveté des Africains et des Congolais. On est en train de vous tuer. On va vous dire non, l'ambassadeur. Il a dit quoi? On tue des gens. Kagame sur le terrain, qui demande à Kagame d'arrêter ses troupes, pourquoi ils ne demandent pas? Ils vont comprendre ce que j'appelle les rapports de force. Nous mettons 10 millions de morts, pardon, 10 millions de personnes dans la rue. Ces gens vont reculer. Mais ils ont manifesté ici. Les combien de gens ont été également appréhendés. On les a mis interdits de ne plus s'attaquer aux chancelleries occidentales. D'abord, ce n'était pas bien organisé. Ça sont des initiatives privées et ce n'est pas normal. Quand un pays est en guerre, il faut organiser les combats médiatiques, les combats de mobilisation de la population. On demande aux gens de marcher et puis on doit les accompagner. Peut-être coordonner. Coordonner. Et puis avec un discours clair, ce n'est pas Bendele Koyate, mais c'est non à la balkanisation, l'Holocauste qu'on a oublié. Donc il faudrait choisir les termes, des concepts. Et quand vous parlez, tout le monde comprend. Mais la manière dont on fait la campagne ici, contre la balkanisation, bien contre la guerre à l'Est, c'est pour brouiller les cartes. Nous sommes en matière de communication, nous savons comment brouiller les cartes. Donc il faut qu'on change les discours. Parce que ce qui se passe ici, c'est la série de notre pays. Bah, si les discours n'est pas changé, ça voudrait dire qu'on est complice. Il y a beaucoup de complices à Kinshasa qui ne connaissent pas. Il y a des complices, non? C'est la peur que la presse a. Les jours où la presse va faire son travail, cherchez les complices là. Commencez à les dénoncer. Ça va changer. Mais quand la presse est là, en train de regarder, en disant non, on attend que le gouvernement dénonce les complices. Non, faites votre travail. Si vous voyez un bandit qui vient dans la maison, vous devez dire non, non, monsieur, tu es un bandit, il faut te chasser, il faut les chasser. Mais vous croisez les bras, vous faites des prières. Les prières, vous êtes avec les ambassades, vous êtes content. Un ambassadeur ici est ici pour ses intérêts. Voilà la naïveté. Non, les Américains sont des hypocrites. Pas hypocrites. Ils sont là pour leurs propres intérêts, pas pour vos intérêts. Mais c'est ça la diplomatie. Mais Monsieur Moïse Moussala, quel message doit-on porter en ces moments? Je crois qu'il y a certaines choses que Freddy a dites qui peuvent être explicitées. Mais je pense que Bendele Koyate avec le mais ça valait la peine. Attendez. Avec non à la balkanisation, ce n'est pas différent. Mais sauf que ça change d'écran. Il faut donner beaucoup de contenu. Il faut donner des contenus solides à ces narratifs-là pour qu'ils ne restent pas au niveau des slogans. Il faut donner des contenus. Donc, non à la balkanisation peut être compris comme un thème de ces narratifs-là. Donc, ces questions d'écran, peut-être Freddy est à ce niveau, il trouve que les choses sont à un niveau un peu plus bas. Il faut beaucoup d'efforts pour qu'on aille un peu plus loin.
Donc, je voudrais dire ceci, que nous avons besoin d'une politique nationale, d'abord des communications, en général. Chaque pays a une politique nationale de communication. On n'a pas défini la nôtre quand il y a eu les états généraux de la presse. Malheureusement, la personne qui était chargée de l'élaborer après est mort, paix à son âme, c'est le professeur Aimé Kaïmbe, d'heureuse mémoire. Malheureusement, il faudrait que quelqu'un d'autre prenne les relais. Donc, nous avons besoin de cette politique de communication qui doit être nourrie avec beaucoup de thèmes, comme non à la balkanisation, comme mais Holocauste au Congo, tout ça. Les Rwandais doivent quitter notre territoire. Parce que même le Bendele, c'est les drapeaux, ça symbolise le pays, ça symbolise la patrie. Donc, mais il ne faudrait pas que les Bendele, pour que les Bendele tiennent, il ne faut pas de paroles. Pour que les Bendele tiennent, il faut des actions qui doivent concourir à consolider ces Bendele-là pour qu'ils ne tombent pas. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Donc, il y a aussi un problème dans nous, médias congolais. C'est quoi? C'est un peu le mercenariat. Mais quand vous regardez la presse congolaise, vous êtes en face pour à 90% de mercenaires. De mercenaires. Un peu de gens dont on dit habituellement, ordinairement à Kinshasa, Pesa Mutubakata. On a vu, je ne vais pas citer les noms, par respect à mes confrères, même s'ils ont démontré une certaine médiocrité. On a vu comment des gens ont défendu des causes perdues, des causes insensées, des causes inutiles. Pourquoi? Parce que il y a eu le fait que un bon samaritain, pour lui a garanti peut-être, je ne sais pas moi, une vieille voiture, je ne sais pas moi, un téléphone et qu'on sort. Et monsieur, vous allez là-bas, sur la place publique, vous dites ceci, vous dites cela et qu'on sort. Et les journalistes, inconscients, viennent, ils débobinent tout ce qu'on lui a dit. Et il en ajoute même. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire? Comment cette presse-là, faite des mercenaires, peut arriver à révolutionner le pays, à changer les choses? Il y a aussi, je crois qu'il faut aussi, demain, parce que si on a besoin de cette presse-là, parce que la presse dont on a besoin, on n'en a pas encore, j'ai l'impression. Mais il faudrait aussi, demain, corser même les conditions d'autorisation de médias. Parce que s'il y a un domaine où l'administration américaine met ses petits doigts, alors que c'est un pays à tradition démocratique, c'est la gestion des fréquences. Les fréquences dans un pays sont comme d'autres matières premières. On ne les donne pas n'importe comment. C'est ainsi que, parce que les fréquences sont la propriété de l'État américain, et l'État américain va avoir un coup d'œil sur ce que les gens font de sa ressource. C'est ça ici le problème. Mais les fréquences-là, ils sont données à qui? Ils sont même pour rien. Et pour quel combat? Parce que même dans les cahiers des charges, pendant cette guerre, les cahiers des charges, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devait jouer à la révision
de cahier des charges. Comme c'était pendant la campagne électorale. Hein. Donc on devait, pas seulement ça, donc on doit, parce que dans les cahiers des charges, il y a les obligations et les devoirs. Mais nous sommes pendant cette période de guerre. Donc on devait revisiter même les cahiers des charges de chaînes de radio et de télévision. Et pourquoi? Parce que les fréquences sont la ressource de l'État. Très bien, mais ma question, elle est restée pendant... Laquelle? Qui doit communiquer en ces périodes? Il y a dans tout pays, il y a ce qu'on appelle, surtout en cette période ici, il y a ce qu'on appelle la communication de crise. Il y a ce qu'on appelle la communication de crise. Bien sûr, cette communication de crise, elle est conçue. Il y a une stratégie adaptée qui est mise en place à partir de l'État, donc du gouvernement. Et le gouvernement a plusieurs démembrements. Donc, vous avez le chef de l'État lui-même, d'abord. Je crois qu'il a communiqué à plusieurs reprises sur cette guerre. En dehors du président, vous devez... le ministre, tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir dans le pays, peuvent communiquer, mais ils doivent savoir sur quoi communiquer. Les médias aussi. Les médias aussi. Parce que les médias sont les relais des institutions comme ça. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Mais il faudrait qu'au niveau du gouvernement, parce que quand on regarde au niveau du gouvernement... la communication du gouvernement, elle est au point... Non, c'est-à-dire qu'il faut une unicité de communication au niveau du gouvernement. Cela est dû peut-être à quoi? Cela peut-être dû au fait que quand vous voyez au niveau du gouvernement congolais, vous avez des cellules de communication dans des ministères qui vont chacune dans son sens. Alors que ailleurs, ces aléas sont corrigés par le fait qu'en France, par exemple, j'ai oublié le nom de l'organisme, il y a un organisme gouvernemental qui fédère, qui centralise presque la communication du gouvernement dans chacun de ces secteurs. De telle enseigne, quand un ministre de l'Éducation nationale parle, un ministre de la Santé parle, vous sentez que tous ceux qui le disent concourent à un objectif. Donc, c'est cela qui nous manque. Même quand vous prenez aux États-Unis, les porte-parole du président de la République jouent un rôle très important, dans ce sens qu'ils centralisent les communications venant d'autres organismes de l'État américain. Donc, chaque jour qui passe, chaque jour qui commence, ce type-là est au fait de ce qui se passe dans l'administration de l'agriculture, l'administration je sais pas moi, du numérique, dans l'administration de ceci, de telle manière que, parce que c'est ça, le président représente quoi? C'est la synthèse de tout ça. Alors, comment il peut exister une communication, par exemple, au niveau du président de la République, qui ignore les autres secteurs, qui ne fédère pas de communication au niveau d'autres secteurs de la vie nationale. Donc, c'est ça. Donc, je ne porte pas un jugement, mais vous allez voir dans ce qui se passe chez nous qu'il y a des déficits par-ci, par-là. À quelle enseigne qu'on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, il y a des informations contradictoires. Donc, voilà. Monsieur Frédéric Mouzma, vous partagez cet avis-là, avant que je vous pose la question. Est-ce qu'il y a-t-il une espèce de déficit dans la communication chez nous ici, quand le président parle? Sentez-vous une sorte de répercussion de ce qu'il a dit dans d'autres secteurs? La communication est faible, pour ne pas dire presque inexistante. Je prends un exemple. Le pape François arrive ici, invité par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le pape François fait un discours pour réveiller les Congolais. Il a cité un mot important, les génocides oubliés. Quand vous prenez son texte qu'il avait lu, à l'intérieur, le mot génocide n'existait pas. Ça, c'était écrit par ses collaborateurs. Mais il a dit génocide oublié. La presse à Kinshasa a fait semblant de ne pas entendre. Même l'église catholique n'a même pas repris ça.
Ça pose un problème très sérieux. Donc, entre ceux qui décident en haut et ceux qui doivent faire les relais. Et l'autre chose aussi concernant les chefs de l'État, partout il passe, il dit la même chose. Il ne va pas négocier avec M23. Kagame, ils vont se retrouver. Donc, il ne peut pas négocier avec Kagame. Quand les chefs parlent, il y a un vide. D'abord, en matière de communication, les chefs vous parlent, qu'est-ce qui va se passer? Vous donnez d'abord l'information. Après l'information, vous cherchez un spécialiste en matière. Des débats dans toutes les chaînes sur... Dans décortiquer. Oui, sur les véritables enjeux. Qu'est-ce que les chefs ont voulu dire? Mais dès que les chefs vont parler, il n'y a plus rien. Donc ce n'est pas aux chefs de venir vous dire faites ça. Ça prouve que ceux qui doivent faire ce travail ne sont pas à la hauteur. Alors que la situation est très grave. Donc, je dirais qu'il y a à un niveau élevé une cassure entre ce que le président dit et la masse. La masse n'est pas mieux informée. On n'a pas expliqué correctement ce que le président a voulu dire. Mais aussi, il ne peut pas parler à tout moment. Il faudrait quand même qu'il y ait des relais dans les médias. Même des intellectuels même peuvent écrire des livres. Comme il n'y a pas seulement que les journalistes. On peut écrire des livres sur la situation. Dites-moi un peu, depuis que cette guerre, que les Rwandais maintenant... Non, notre élite a failli, en quelque sorte, concernant la répercussion des messages du chef de l'État. Je pense que non, ça c'est au niveau des institutions. Oui. Hein? Les privés peuvent le faire, ils peuvent ou ne pas. Mais il y a des structures qui doivent faire ce travail. Décortiquer tous les discours du président. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quelles sont les orientations qu'on doit donner? Ça signifie qu'il faut des spécialistes qui doivent expliquer. C'est le travail des médias, comme chez vous, disait Murray, le président vient de faire une interview, vous invitez des spécialistes, qu'est-ce qu'il a voulu expliquer? Si c'est sur le plan économique, sur le plan politique, géopolitique, c'est comme ça qu'on forme l'opinion. Mais chez nous, dès qu'on donne l'information, on se limite par là. Les chefs vont parler, terminé. Il n'y a pas même une analyse de contenu. On cherche un spécialiste, venez nous expliquer quels sont les grands thèmes que les chefs vont exploiter. Quelle est sa vision? Vous cherchez un communicateur, viens vous expliquer. Mais nos chaînes, nos journalistes ne font même pas un effort pour suivre ce que le chef a voulu dire. Parce que quand vous ne comprenez pas ce que le chef a voulu dire, il sera difficile d'inviter les gens pour les expliquer. Donc, pour être peut-être très dur, nos journalistes ne sont pas à la hauteur des enjeux. Donc, il faut peut-être les recycler. Hein, il faut les recycler. Et c'est important, ça signifie que... Oui. Allez-y, allez-y. Il faut recycler. D'abord, il faut lire d'autres auteurs, donc d'autres journalistes qui ont publié sur des questions. Il faut suivre d'autres radios et d'autres télévisions. Mais vous ne suivez rien, vous venez à la télévision, vous commencez à parler. Non. Vous pouvez vous mettre aujourd'hui, chaque jour, vous voyez qu'est-ce que se passe en Amérique qui concerne le Congo et les Rwandais. Vous suivez, vous avez une idée, vous avez l'information. Comme ça, vous allez chercher quelqu'un qui maîtrise la politique étrangère américaine. Expliquez-nous comment la politique étrangère américaine fonctionne. Qu'est-ce que Blinken a voulu dire? Il appelle le président à aller négocier avec Kagame. Alors qu'il est incapable de dire à Kagame de retirer ses troupes. Tu vois? Lui, Blinken, chef de la diplomatie américaine, incapable de donner les ordres à Kagame de retirer ses troupes. Mais ils vont demander au chef de l'État d'aller négocier avec Kagame. On va négocier quoi? Qu'on puisse céder nos terres, nos territoires? Voilà le débat que la presse et les médias devraient faire. Qu'attendre que les chefs parlent à tout moment. Les chefs ne doivent pas parler à tout moment. Donc c'est votre travail. Et ça, moi, je lance l'appel à tous les journalistes de faire leur travail. On ne travaille plus. Je voudrais que l'on puisse... S'il vous plaît, pour compléter, juste une seconde, pour compléter ce que Freddy venait de dire. Vous voyez, nous avons pris l'habitude, là, de nous pavaner même. Hein. Quand on dit que, aujourd'hui, je vous dis qu'il y a des gens qui attendent que ça tombe. Oui. Est-ce que ça qui est coïté? Donc, on dirait que ça fait plaisir aux Congolais que ça tombe. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait que quand ça va mal pour le pays, donc ça va même pour certains individus. Je voudrais dire quoi? Oui. Je voudrais dire, c'était pour arriver à quoi? Pour dire ce que prédit. Vous avez l'esprit qui a gagné la fonction publique congolaise, où quelqu'un vient là-bas parce qu'il a un numéro matricule, il peut passer chaque mois signer, et comme ça. C'est comme ça le journaliste, parce que il a été à l'IFASIC,
soit il a été à la faculté catholique. Chez les catholiques là-bas ou à l'Udikine. C'est fini pour lui. Il ne fait aucune recherche alors qu'un journaliste est par excellence un chercheur. Quand j'étais DG de Canal Kin, j'ai appelé un de mes journalistes. Je dis, bon, monsieur, le dernier livre à quand remonte votre dernière lecture d'un livre, n'importe lequel, même une bande dessinée. Le journaliste a le courage de me dire que le dernier livre qu'il a lu, ça fait 5 ans, c'est quand il préparait son mémoire. Alors que, en tant que professionnel des médias, il a le devoir, l'obligation de lire à tout moment, de se nourrir des livres pour élargir son background. Donc, voilà un peu... Mais voilà c'est comme quelqu'un qui disait qu'avant de nourrir l'esprit, il est d'abord important de nourrir le corps, sinon ça sera... Non, mais écoutez, mais si l'esprit n'a pas cherché quoi il faut pour nourrir le corps n'aura rien. Alors, M. Freddy Boulouma, revenons aux manifestations de la population. Vous avez semblé dire que ce n'était pas coordonné. Alors, comment faire pour que les revendications de la population soient coordonnées ou canalisées? Non, je pense que nous sommes dans un pays où il y a la liberté pour manifester. On n'a interdit à personne. Mais il faut faire ces manifestations en ordre. Vous devez demander l'autorisation à la police. Parce que ce n'est pas normal quand on manifeste qu'on aille casser. C'est pas bon. On ne peut pas encourager ça. On manifeste, on a un objectif qu'on poursuit aujourd'hui, c'est qu'on reconnaisse les 10 millions de morts de Congolais de notre génocide et qu'on ne puisse pas diviser, balkaniser notre pays. Les deux messages importants. Ça signifie que quand vous allez marcher, vous avez des calicots. Mais est-ce que vous avez vu des gens avec des calicots? Il n'y en a pas. Ils vont aller casser, c'est bien. Donc ça ne doit pas être spontané. Hein. Non, c'est spontané, c'est qui n'est pas bon. Il faut que ça soit organisé, qu'il y ait quand même des responsables. En cas de problème, on va interroger qui? Ils ont parlé, qui est le chef? Il y a un problème. Quand on manifeste, c'est pour atteindre un but, il faut qu'il y ait un chef derrière. Quand il y a un problème, on va dire non, regardez les revendications. Vous revendiquez quoi? C'est une confusion. C'est déjà un passé, mais si demain on va encore manifester, il faut que ça soit organisé. Ce n'est pas interdit. Il faut aussi demander l'autorisation à la police qui peut encadrer les manifestants. Mais en termes de propositions, pour épouser la théorie de M. Moïse qui disait qu'il a senti une sorte d'ascendance du numérique de Kigali sur notre numérique ici. Comment faire pour casser Non, je pense que... Est-ce que c'est un mythe ou bien... Non, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Kagame a un bureau Congo Desk à Kigali. Ils connaissent tout ce qui se passe ici. Donc, quand nous parlons là, ils regardent. Et déjà, quand on met par exemple, tu mets un document sur Internet, Kagame est alerté. Il y a tout un service qui travaille pour ça. Chez nous, il n'y en a pas. C'est le problème. Ça signifie qu'il faut d'abord qu'il y ait des débats entre nous, Congolais, et qu'on donne des propositions pour qu'on puisse arriver à frapper, à faire la guerre médiatique à Kagame. Donc ça signifie qu'il faut faire appel à des spécialistes. Jusqu'à présent, il y a beaucoup d'amateurisme en cette matière ici. Ça signifie aussi qu'il faut qu'il y ait une définition très claire de la politique nationale de communication. Pour le moment, il n'y en a pas. Moi, je viens de parler ici d'une communication en crise. Il n'y en a même pas. C'est que M. Mouya il raconte mais fois. Il a des briefings, il invite des ministres sectoriels, on fait les rapports de ce qui se passe dans chaque domaine. Soyons pragmatiques. Oui. Vous voyez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Niger. Tout est très clair, hein? Parce qu'il y a la guerre. Que faire pour mettre fin à la guerre? On ne va pas venir avec un narratif pour endormir les gens. C'est d'abord organiser notre peuple. Regardez à travers la ville ici. Il n'y a même pas une banderole qui dénonce la menace, c'est la barbarisation du pays, qui dénonce l'Holocauste de 10 millions de morts. Même pas un papier. Il y en a où? Il y a un problème. Donc, il y a un déficit de communication. Il y a un joueur qui est refoulé à Kigali, j'oublie son nom, je suis trop nul en sport. Voilà, j'apprends qu'il est déjà à Kinshasa. Mais son geste, c'est un geste noble. Mais il l'a fait à Kigali, c'était au risque et péril de sa vie. Oui, parce qu'à un moment donné,
on ne peut pas supporter. Vous savez, bon, lui, il a joué pendant peut-être quelques temps, mais les Israéliens ont été des esclaves des Égyptiens pendant des siècles. Mais à un moment donné, ils se sont levés. Ils se sont levés pour partir, pour se libérer. Donc je crois qu'on a assez blagué dans ce pays. Il est temps qu'on prenne conscience de notre situation et nous devons nous libérer. Pour cela, il faut quoi? Il faut une stratégie. Je ne sais pas si Freddy sera d'accord. Une stratégie de combat sur fond de termes de référence clairs et précis. Donc voilà. Il faudrait, parce que même cette guerre-là, vous savez qu'il y a même des Congolais qui ne savent même pas comment cette guerre a commencé. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui facilement disent que non, il faut négocier avec les Rwandais. Mais quand on voit les raisons premières qui ont amené Kigali à envahir notre pays, aucune de ces raisons-là ne subsiste aujourd'hui à une analyse. Kigali a dit qu'il venait au Congo parce qu'il y avait menace de FDLR. Et il vient chercher les FDLR. Donc avec l'AFDEL, on a eu même un chef d'état-major général rwandais, en la personne de James Kabarebe. Donc ce type-là a été chef d'état-major général de l'armée congolaise pour le beaux yeux des Congolais, alors qu'il était à la poursuite de FDLR. Il ne les a pas trouvés. En plus de cela, il y a eu 5 ans d'occupation de l'Est par les RCD, donc par les Rwandais. Donc pendant ces 5 ans, les Rwandais, avec tout ce qu'on lui reconnaît comme Armada et ceci, a été incapable de déloger ces FDLR. Sous Kabila, il y a eu aussi ça. Donc pendant tout ce temps-là, on n'a pas pu attraper même un FDLR, même une centaine. Mais le président Tshisekedi a dit quelque chose devant les Nations Unies. Qu'on nous dise quand et où, même ces soi-disant FDLR, où les Congolais ont occupé, ne fût-ce qu'un centimètre carré dans le Rwanda. Tu peux fouiller tous les livres du monde, tu peux retourner tous les fichiers dans l'internet, il n'y a pas. Donc ces FDLR-là ne sont pas une menace. C'est même un leurre. C'est de la manipulation. Oui, mais c'est ça la guerre médiatique. C'est ça la guerre de communication, mon ami. C'est ça la guerre de communication. Pour mettre fin à la manipulation kigalienne, nous devons faire quoi? C'est vrai que vous avez évoqué qu'il faut mettre en place la politique nationale de communication. Nous devons savoir comment tordre le cou à ce que le voisin est en train de distiller comme information, comme est en train de faire comme propagande. Ça, je dis, écoutez, ce n'est pas une histoire personnelle, c'est une histoire d'ensemble. Donc, on va, chacun pourrait donner ce qu'il pense, mais à un moment donné, il faut une synthèse qui soit inclue dans ce que nous appelons la politique nationale de communication. Donc, cette politique-là, c'est la synthèse. Donc, elle fait la symbiose de tout ce que chacun de nous... Okay, Patrick invite les spécialistes pour qu'ils soient étoffés des bonnes idées. Monsieur Freddy Mouluma, un tout dernier mot de votre part en termes de propositions. Moi, j'apporte les nouveaux narratifs. Pas Bendele Koya, vous dites que nous devons avancer. Oui. Holocauste au Congo, non à la balkanisation. Oui, c'est ce qu'il faut faire maintenant. C'est ce qu'il faut faire. Alors, merci beaucoup. Ça, c'est pour moi. Nous devons soutenir notre pays. Charles Onana, préface. Il faut jeter des fleurs à notre frère africain, Charles Onana. Oui, il a fait un travail noble. Donc, bravo et il mérite nos soutiens. On a fini cet entretien. Merci à vous, Moïse Moussangana, journaliste, chercheur et écrivain, ancien directeur général des Canal Kin.
avec des émissions riches en couleurs. On avait des débats républicains. Et si vous ratez de suivre l'émission sur Canal Kin, la journée n'était pas bonne à l'époque. Merci pour tout ce que vous avez fait. C'était un effort qu'on essayait de faire, de réaliser. Bon, voilà. Monsieur Freddy Moulumba, conférencier, journaliste, merci à vous pour votre contribution au changement des narratifs. Oui, je pense que nous allons, durant ce deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, faire par tous les moyens. Parce que les Kamouya, Mabélé. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis à tous et à tous. À très vite. Mais tu étais les joueurs.